Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la comédienne et metteuse en scène Chloé Froget, qui est venue parler de théâtre avec moi, à l'occasion des représentations de M comme Marquise de Philippe Froget au théâtre La Bruyère à Paris jusqu'au 20 juin, dont elle a signé la mise en scène et dans laquelle elle joue l'indomptable Thérèse du Parc aux côtés d'Aurélie Noblesse, de Xavier Girard et de Christophe Charrier. Comment résumer M comme Marquise autrement qu'en disant qu'il s'agit du portrait d'une star en puissance au XVIIe siècle, Thérèse du Parc, membre de la troupe de Molière, qui inspirera le premier rôle d'Andromaque de Racine, mais pas seulement. En effet, cette pièce interroge à la fois la paternité des œuvres de Corneille, comme elle nous dresse le portrait d'une époque, jamais sans un humour hyper rafraîchissant. Et pour parler de cette pièce, mieux que moi, j'ai donc invité Chloé Froget, avec qui on a parlé de la genèse de cette pièce atypique, de la manière dont on modernise une pièce ancrée dans le XVIIe siècle, ou encore de la compagnie qu'elle a co-créée, le jeu du hasard. Bonne écoute. Bonjour Chloé Froget. Bonjour. Alors, on est chez moi, c'est un jour férié. Alors, quoi de mieux qu'une telle journée pour prendre des places de théâtre ? Alors c'est pas du tout ma meilleure accroche, mais il en reste pas moins qu'on va en parler de théâtre. Alors M comme Marquise, c'est un spectacle aussi bien au niveau des costumes que du jeu, que de l'écriture, qui est selon moi qui est très bien construit, mais qui est aussi très ambitieux à mon sens. Et alors j'ai une question que je me suis posée dès que je l'ai vu, c'est comment est née cette idée ? Enfin c'est vraiment la question la plus simple du monde et en même temps... Alors j'avoue que l'idée brillante du sujet, c'est-à-dire de parler de Marquise, de Thérèse du Parc, de cette comédienne méconnue entourée de personnalités plus que connues, reconnues et pas oubliées, contrairement à elle, je la dois à Philippe Froget, mon papa, qui est l'auteur du spectacle. Ouais. Et je lui ai dit que j'aimerais bien travailler sur le XVIIe parce que c'est vraiment une époque faste au niveau des arts, avec un tout jeune Louis XIV qui était passionné d'art quel qu'il soit et qui permettait leur promotion vraiment rapide. Et par contre, j'avais pas le thème. Et c'est lui qui est arrivé en ayant beaucoup travaillé, c'est-à-dire que Philippe est arrivé en ayant relu tout Molière, tout Corneille, tout Racine, etc. Et il m'a proposé l'histoire de cette femme que j'ai trouvée passionnante. Oui, c'est précisément le destin de cette femme qui t'a séduite à l'origine. Le fait de parler d'une femme, là où l'histoire avec un grand H ne raconte que tout ça par les hommes. Alors j'ai fait des études de lettres longtemps. Ok, super. Mais alors j'avoue, je sais pas si c'est normal précisément, que j'étais un peu passé à côté de cette Thérèse du Parc. C'est peut-être tout l'enjeu de cette pièce d'ailleurs, mais cette femme... Tu la joues, mais pas seulement, on va y venir. Cette femme, elle se retrouve très vite comédienne de la troupe de Molière. Elle va tout aussi rapidement fasciner sur tous les plans, tous les grands noms de l'époque dont tu viens un peu de parler, donc Louis XIV, Molière, Racine, Corneille, bref. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la première star en France, en tout cas le premier parcours de star en France? C'est marrant parce qu'on vient d'avoir un article de presse qui disait si elle était née il y a 100 ans, on aurait eu des posters d'elle. Si elle était née aujourd'hui, elle aurait plein de followers sur Insta. Potentiellement. C'est potentiellement ça. Je crois que nous, on aime l'idée que ça soit une fille du peuple qui se soit hissée au plus haut de la société à travers son talent, son culot, sa manière de voir la vie, les choses, la passion, le théâtre, tout ça. Après, je pense sincèrement que d'autres étaient plus connus à l'époque, comme Madeleine Béjart, comme sa fille Armande Béjart, ou d'autres qu'on ne cite pas, comme Mademoiselle de Brie, etc. Je pense pas qu'elle soit là, mais elle faisait quand même partie de la troupe de Molière, qui donc reste un monument. Qui reste un monument. Et si je te posais aussi cette question, c'est parce que le parcours, je le trouve très inspirant peut-être aujourd'hui, à la lumière d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je te posais cette question de star. En vrai, je suis pas spécialiste du 17e, ni même du 16e. Donc alors, je suis pas spécialiste du 17e, alors forcément, on s'est beaucoup renseigné, beaucoup documenté pour raconter cette histoire. Moi, justement, j'aimais qu'on parle d'une personne dont on ne parle pas. C'est ça qui me fait plaisir, en fait. C'est de me dire, mettre en lumière quelqu'un qui est resté dans l'ombre pendant des années parce que d'autres étaient plus mis en avant à l'époque. Alors, toi, tu incarnes cette Mademoiselle du Parc qui est la protagoniste principale, au fond, de cette pièce. Et tu te partages le rôle avec Aurélie Noblesse. Exactement. Alors, je vais tenter de l'expliquer comme je peux. Vous jouez
toutes les deux, cette fameuse marquise, mais à une époque différente, à un âge différent aussi. Aurélie Noblesse, elle joue la Duparc dans sa seconde partie de vie, quand elle est devenue une star, disons, après sa création du rôle-titre dans Andromaque de Racine. Et toi, tu la joues quand elle est plus jeune. Alors bien sûr, il y a le texte qui vous a aiguillé toutes les deux, mais est-ce qu'au niveau du jeu, vous avez échanger avec Aurélie Noblesse pour, je sais pas, éclairer le jeu de l'autre, pour se dire il faut faire apparaître ça quand toi tu es plus jeune pour qu'on voit que moi, quand moi je suis plus vieille, ça ressorte. Est-ce que vous avez échangé, tout simplement, pour jouer le même personnage ? Énormément. Alors déjà, parce que avec Aurélie, on est de très grandes amies, mais en plus parce qu'on a la même formation. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis très longtemps. On a fait l'école Claude Mathieu ensemble à Paris et on nous confondait à l'école. Parfois, il y a des gens qui venaient me voir physiquement. Ouais. Okay. Parfois, il y a des gens qui venaient nous voir l'une ou l'autre en disant « Ah, mais j'ai répète avec toi cet après-midi. » On regardait la personne et disait « Non, j'ai pas répète avec toi cet après-midi, mais je pense que tu parles d'Aurélie ou inversement. Okay. » Et c'est comme ça que m'est venue l'idée quand j'ai décidé de mettre en scène le spectacle, de me dire pourquoi pas jouer sur ce premier truc qu'on avait en commun. Ensuite, parce que on avait cette capacité, je crois, toutes les deux à travailler avec du mimétisme et justement à s'inspirer. Moi, de tout ce qu'Aurélie allait me proposer en tant que comédienne au moment où j'étais en tant que metteur en scène, et du coup de me dire « Ah ouais, elle propose ça, elle fait ça, c'est super pour le rôle, je vais essayer de le retranscrire moi, etc. » Et elle qui, puisque je suis son flashback en fait, je suis ses souvenirs, elle qui, en voyant le parcours de son personnage, pouvait se remplir, se nourrir de tout ça pour rendre le sien encore plus abouti. Alors la mise en scène que tu signes aussi, je le rappelle, avec Louisa Bentoumi. Oui, qui a fait l'œil extérieur. En fait, oui, voilà. En fait, Louisa nous a accompagnés, on va dire, dans les derniers temps de la création du spectacle, pour me permettre d'avoir un regard extérieur, puisque mettre en scène, jouer dans le spectacle, c'est quelque chose qui est pas évident. Et j'avais vraiment un moment besoin d'avoir quelqu'un qui me permettait moi d'être à l'intérieur du spectacle et de me faire des retours très concrets sur alors ça, Chloé, ça va pas, ça va bien, etc. Essentiellement sur mon jeu de comédienne, mais qui forcément rend mouvant tout l'ensemble. Et c'est à la fois très compliqué et à la fois essentiel. Et c'est vrai que Louisa nous a beaucoup accompagnés et aidés dans ces moments-là. Alors cette mise en scène, elle est, selon moi, évidemment, assez intelligente parce que quand la marquise... Alors c'est pareil, ça va être un peu compliqué, je crois, d'expliquer. Parce que quand la marquise, elle change de période, d'âge, elle se matérialise par deux comédiennes, ça on l'a compris sur scène, toi et Aurélie Noblesse, mais aussi par un savant jeu de dédoublement de scène. Enfin, c'est très simple en vrai, mais je pense que ma description va être alambiquée. En bref, tu as intégré une sorte de gros plot d'estrade qui permet d'avoir une partie haute et une partie basse de la scène. Et sur la partie haute, il y a Aurélie Noblesse, sur la partie basse, il y a toi. Tu veux que je t'aide ? Alors, en gros, c'est ça. En fait, c'est ça. Je voulais qu'on retrouve l'histoire à la manière des tréteaux d'autrefois. C'est-à-dire que la troupe de Molière, ils s'installaient pendant une semaine à un endroit. Ils montaient les tréteaux, ils montaient une scène, ils jouaient avec des bouts de tissu, etc. Ils faisaient des changements, ils repartaient en chariote, et puis, etc., etc. J'aimais ce côté théâtre éphémère. Le fait qu'on nous prend un instant donné et la fois d'après, c'est plus le même instant. Ce qui se passe tous les jours sur scène, en fait, en vrai, en tant que comédien, etc. Et je voulais quelque chose de très lisible pour le spectateur. Donc effectivement, sur l'estrade, sur la loge dans laquelle se trouve Aurélie, on est en 1668 et on est quelques années plus tôt. Moi, je fais marquise de ses 20 à ses 34 ans et Aurélie, elle est figée dans l'année de ses 35, dans sa 35e année, où elle nous relate son histoire. Et c'est marrant parce qu'on nous dit souvent que c'est très cinématographique, puisque du coup, ça nous permet de faire des enchaînements temporels hyper rapides et de rendre quelque chose, je crois, de très lisible pour le spectateur. Ouais, et le décor est évolutif dans l'absolu. Il y a c'est exactement ce que tu viens de dire. Et ma question, c'était précisément, je pense, ce que tu viens de dire. Quelle était cette inspiration de faire un décor évolutif ? Et c'était... Molière, moi, c'est le côté, les 12 coups, le bois qui craque quand on monte sur scène, le fait que, avec peu de moyens, il faisait des choses extraordinaires et j'ai encore l'utopie de croire qu'on pouvait le faire encore à notre époque avec peu de moyens. Ce décor pourrait être le triple, en fait. On pourrait en faire des caisses sur plein de choses et là, il y avait quelque chose qui restituait la vie de troupe itinérante et éphémère. Oui, ça aurait pu faire le triple, mais justement, est-ce qu'il y a eu des contraintes
pour monter Bien ce sûr, spectacle? la première, c'est financière. Ok. Tout simplement parce que le spectacle, à l'origine, il a été autoproduit par ma compagnie, la compagnie le Jeu du hasard. Ouais. Par chance, on a été rejoint par Atelier Théâtre Actuel qui nous a aidés à la suite de la production et la diffusion du spectacle. Et donc, du coup, là, ça a pu prendre une plus grande ampleur. Mais à l'origine, c'est une petite compagnie, la nôtre, qui monte un spectacle, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, beaucoup trop ambitieux pour nous, en vrai, dans ce que ça... Avec un auteur qui n'est pas connu, des comédiens qui ne sont pas connus, une mise en scène pas connue, mais envie de parler de cette femme méconnue, entourée de gens plus que connus et célèbres aujourd'hui, et avec l'envie folle que ça puisse... voyager, alors auprès des scolaires, auprès de plein de publics, et surtout en cette année du 400e anniversaire de la naissance de Molière, forcément, ça a un petit... ça résonne un petit peu. Un peu plus encore. Quelle question il faut pas se poser quand on veut monter une pièce? Précisément, tu as dit trop ambitieux, etc., mais le fait est qu'elle est là, quoi. Ah, c'est dur comme question, c'est génial. Tu peux il y en ne a pas y plein. répondre, hein. Est-ce que ça va plaire? En fait, on s'en pose des millions de questions. Est-ce que ça va être faisable? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que l'idée que j'ai en tête va réussir à se concrétiser sur le plateau? Et alors oui, là, moi, l'avantage que j'ai eu là, c'est que je suis très, très bien entourée. Déjà par les comédiens, par l'équipe technique. Je me permets du coup de citer tout le monde si tu es d'accord. Bien sûr, évidemment. Donc on a beaucoup cité Aurélie, mais il y a aussi Christophe Charrier qui signe aussi toute la composition musicale. Xavier Girard qui fait trois personnages également dans le spectacle. Violaine de Merteuil qui a signé tous les costumes. Damien Perret qui a signé la lumière. Et en fait, c'est la force de ce spectacle. C'est le fait qu'à un moment, moi, je suis arrivée avec plein d'envies, plein d'idées et quelque chose de très clair. J'avais des images très fortes. Et il y a un moment où ça te dépasse. C'est-à-dire que les gens s'approprient tous un peu ce projet, et tant mieux. Et du coup, t'offres ce qu'ils sont, t'offrent leurs talents multiples, nombreux, et du coup, avec toute cette générosité-là, ça a créé quelque chose qui est encore plus beau parce que humain. Alors sûrement empreint de plein de défauts. Moi, il y a plein de choses, je pense, aujourd'hui que je changerais probablement parce qu'on se dit, ah tiens, j'aurais pu faire ça, on aurait pu faire ça, on aurait pu essayer ça, etc. Oui, ça, c'est l'éternel... Voilà, parce que c'est ça qui est beau dans le spectacle vivant, c'est que ça c'est jamais terminé, c'est toujours différent. C'est vivant. Voilà, c'est ça, c'est vivant. C'est ça qui est magnifique et c'est ça qui est parfois aussi très frustrant. Donc on va dire il y a encore plein de choses à faire sur ce spectacle parce qu'il n'est pas complètement abouti. C'est que ma deuxième mise en scène, moi, donc je prétends pas plus que ce que c'est. Et en même temps, c'est une grande fierté. Là, on vient de fêter, on est quel jour? Mercredi. Ouais. Non, on est jeudi. Non, Oh là là, je suis complètement paumée. Bref, on vient de fêter notre 100e représentation du spectacle cette semaine. Et c'est vrai qu'il y a une fierté de se dire que, à une pandémie près, ce spectacle... Trois fois rien, mais... Trois fois rien, a eu quand même une vie déjà... génial, quoi. J'ai fait beaucoup de digressions. C'est ma spécialité et je te prie de m'en excuser. Franchement, on est un peu là pour ça, donc pas de souci. Alors parlons très rapidement de l'écriture, qui est donc pas de toi, mais on pense que évidemment ça fait écho à ton travail sur la pièce. Ouais. Alors la pièce a été écrite par Philippe Roget. Je crois que la première version du spectacle a été écrite entièrement en alexandrin. Ouais. Il est fou. Alors je sais pas s'il est fou, mais en tout cas le fait est qu'elle ne l'est plus. Non. Quel était le but de cette première démarche quand vous avez décidé peut-être de l'alléger? Est-ce que c'était de moderniser la pièce tout simplement ou il y avait autre chose? En fait, alors ça on le doit pour le coup à ma maman qui est la grande relectrice de mon papa et qui l'a lu en disant c'est magnifique. Bon après on n'est pas très objectif parce que forcément c'est vrai. On trouve ça magnifique mais c'est magnifique mais il y a un moment où la musique de l'alexandrin, même si le travail de l'acteur, c'est de casser cette musique-là, lasse l'oreille du 21e siècle. Et parfois, alors pas tout, voilà, avec des vers écrits par un auteur contemporain du 21e, je veux dire, pas avec... moi, personnellement, je me lasse pas de Molière, Corneille, Racine, tout ça. Et donc, du coup, c'est elle qui lui a dit, peut-être que ce serait bien de ne pas écrire tout en vers, de faire un texte hybride, de rentrer dans cette originalité-là, d'alternance. Et donc, on a rebossé. Après, avec mon père, ça a duré 2 ans.
quasiment. Ok. Mais en fait, à force d'échanges, etc. Puis parce qu'on faisait d'autres choses en même temps, mais et puis parce que il n'était pas encore à la retraite à ce moment-là, et que c'est pas son métier d'être auteur, donc voilà. Et du coup, on faisait pas mal d'allers-retours sur le texte, et est venue cette idée de faire vraiment ce texte hybride en vers et en prose, qui permettait effectivement, alors je sais pas si c'est un allègement, en tout cas, c'est une modernité, à permettre que ça nous parvienne beaucoup plus facilement. Et de pas d'exclure ni des générations, ni de le rendre plus accessible, probablement, et plus rythmé. Il y a même des touches de contemporanéité. Je me souviens plus du tout de ce que tu dis, je crois d'ailleurs, mais il y a des mots, je sais plus, où tu fais des espèces de blagues. Qui évidemment n'aurait pas lieu d'être au 17e. Non. Mais la plus grosse, on va dire, le plus gros anachronisme, c'est que il y a des stances qui sont écrites à Marquise par Corneille. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne voudrez guère mieux. Et en fait, Brassens avait fait une réponse en chanson. Et il y a 2-3 phrases de cette chanson de Brassens qui sont dans le spectacle en disant... Oui, c'est pas énorme, mais il y a des choses qui... Voilà, exactement. Pour faire un clin d'œil, justement, avec le temps a passé, donc on a forcément un regard un peu plus... avec un peu plus de recul sur cette époque, ce que eux ils n'avaient pas. Donc c'est tout ce qui est chouette dans ce spectacle, c'est le passé, le présent, le texte en vers, le texte en prose, etc. Le rendre le plus rythmé. Moi j'ai toujours peur de ça, qu'on s'ennuie. Mais ce qui est un vrai risque en soi, évidemment. Ouais. Du coup je pense qu'il y avait ce côté pas un fourre-tout, pas y mettre plein de choses, mais le côté si le spectacle s'ennuie, c'est que je me suis trompée, c'est qu'on s'est trompé. Ouais. Donc, le divertir ou le cultiver ou le surprendre, moi, c'est tout ce que j'aime être en tant que spectatrice. Voilà. C'était à peu près le cas, je crois, me concernant évidemment. Est-ce que c'est bien à Avignon que vous avez commencé ? Oui, alors on a fait la première du spectacle en février 2019 au Théâtre du Mas, Sommet-sur-Seine. D'accord. On a eu 1 ou 2 petites dates de tournée avant, mais en fait, on va dire que la plus grosse création, ça a été donc Avignon 2019 à l'Espace Roseau Teinturier. Ouais. Et venir avec un spectacle avec un décor comme ça à Avignon, c'est un vrai challenge. Un peu ma sous-question, mais c'était surtout aussi qu'est-ce que ça représente Avignon en soi. Ah, Avignon, alors pour une compagnie et pour un spectacle, c'est un gros marché. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on propose notre spectacle à des programmateurs, à des élus à la culture, à des mairies, à des salles de spectacle, et où on espère qu'il sera acheté pour poursuivre l'aventure. Donc on va dire que c'est bêtement un gros investissement financier pour la suite. Après, d'un point de vue artistique, et c'est ça que moi je préfère, c'est cette partie-là qui me plaît le plus, c'est la vraie grosse confrontation au public, puisqu'il y a 1500, 1600 spectacles à Avignon, et dont énormément sont remarquables. Et donc, c'est de réussir à se faire sa place, à plaire, à avoir un bouche à oreille, et à... comment dire... j'ai pas le mot qui me vient. À ce que le spectacle se... gagne je sais pas comment, gagne lui-même au plateau. J'ai pas le mot qui me vient, c'est pour dire qu'en fait, un spectacle à la fin d'Avignon n'est plus le même qu'à sa première à Avignon, artistiquement parlant. Et ensuite, Avignon, moi je trouve que c'est humainement extraordinaire, puisque c'est un des rares moments de l'année où tous les corps de ce métier se réunissent. Ouais, c'est vrai. Les acteurs, les techniciens, mais toute la partie production, diffusion, presse, programmation, il va y avoir la SACD, la SACEM, la médecine du travail. En fait, il y a tout le monde pendant un mois, ce qui est un rendez-vous qu'on n'a pas le reste du temps à l'année. Et du coup, c'est une chance de pouvoir se rendre compte qu'en fait, on bosse tous ensemble dans le même objectif, qui est de produire des arts et de les porter devant un public. Ensuite, on a chacun nos conditions pour que ça vive, mais voilà. Alors je reviens juste une minute, et on est là pour ça, mais sur la pièce. Ouais. Il y a un film qui a été fait, qui s'appelle Marquise en 97 de Vera Belmont, avec Sophie Marceau, Bernard Giraudot, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte
Hermite. Est-ce que, alors je l'ai pas vu du tout, est-ce qu'il t'a inspiré pour la mise en scène? Alors je l'ai vu, mais je l'ai vu après qu'on ait fait les réécritures. Je voulais pas justement me faire influencer. Donc je l'ai vu une fois que le texte était écrit et que moi ma mise en scène dans ma tête était assez claire. Est-ce que tu peux nous parler de la compagnie Le Jeu du Hasard? T'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est elle qui a commencé à porter cette pièce. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est la tienne, tu l'as co-créée? Oui, avec Virginie Bellini, qui est institutrice. En 2014. Exactement. Okay. En fait, elle a été créée, cette compagnie, parce que j'étais à un moment personnellement de ma carrière de comédienne où j'étais dans des choses que j'avais plus très envie de défendre et que je savais plus pourquoi j'étais venue faire du théâtre. Et j'ai mon papa qui donc a écrit sa première pièce de théâtre qui est tirée des carnets de guerre de mon arrière-grand-père, Foutu guerre, et qui donc raconte l'histoire du fort de Vaux en 1916, en pleine guerre 14-18, bataille de Verdun, tout ça. Il est arrivé avec ça et j'ai vu le texte et j'étais hyper touchée et je me suis dit allez, on y va. Et en fait, ça s'est passé un peu dans le sens, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait cette proposition de texte et de projet qu'on a créé la compagnie, en se disant il faut qu'on trouve une manière d'en parler. Puis on était en plein centenaire 14-18, et donc ça c'est voilà, tout s'alignait. Ça collait quoi. Ouais, tout s'alignait pas mal. Et par chance, ça a super bien marché. Ça a vraiment bien fonctionné. On a fait 2 Avignon, on a fait des belles tournées, on a eu des beaux retours, on a fait plein de représentations scolaires et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup l'idée de la passation. J'ai aucune volonté didactique, mais je me dis que c'est une manière d'aborder la pédagogie qui est un peu différente qu'avec le nez dans un bouquin. Oui, depuis de voir que, moi c'est pareil, j'ai écrit un roman et je vais parfois dans des médiathèques, des lycées, des trucs comme ça, et aussi les profs me le disent, c'est pour aussi voir que les gens existent aussi aujourd'hui, voilà, que Molière est mort certes, mais il y en a d'autres qui... Ouais, non, mais c'est ça. Mais qu'il y en a d'autres qui existent, qui écrivent encore, que c'est pas la littérature, le théâtre ne sont pas morts. Exactement. C'est aussi ça, aussi, l'enjeu un peu. Ouais, et puis du coup, l'envie de se challenger, parce que moi, j'ai appris le métier de metteur en scène sur le tas. J'ai pas fait de formation, j'ai une formation de comédienne. J'ai donné des cours de théâtre, j'ai été assistante à la mise en scène, etc. Mais j'avais pas donc fait de mise en scène jusqu'à Foutu guerre. Donc c'était ma première mise en scène avec ma première compagnie. Enfin, donc c'était un peu au début gros challenge et en fait une grosse école, comme si je m'étais payé 2 ans de formation. Voilà. Bah tant mieux, c'est cool. Ouais, c'est cool et par chance ça se poursuit, donc voilà, pourvu que ça dure. Et donc tu viens de parler de ton parcours, donc tu as commencé à l'école du Damier. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors... T'as une formation de comédienne. Ma formation de comédienne. Alors moi, du coup, on parle beaucoup de mon papa parce qu'il est l'auteur du spectacle, mais c'est ma maman qui m'a mis sur scène la première fois puisqu'elle est professeure de danse. Et donc, j'ai commencé la danse et les spectacles de danse amateurs à l'âge de 3 ans. Okay. Donc, du coup, j'étais sur scène très vite, très tôt, de manière voilà, en amateur, mais avec cette... tout de suite, cette visibilité sur... un monde extraordinaire d'énergie et de générosité de gens qui d'un coup donnent tout pour un instant. Pour un instant de magie finalement, où on crée quelque chose tous ensemble, avec toujours un porteur de projet. Là, en l'occurrence, c'était ma maman. Et puis là, maintenant, on va dire que ça va être plus moi sur ma compagnie. Mais voilà. Donc, on va dire que déjà... Ça, je lui dois beaucoup à elle. Puis, ils m'ont mis au théâtre à l'école du Damier. Là, j'ai rencontré Ariel Bayeux et Clarisse Burnand, qui sont mes 2 premières professeurs de théâtre et qui m'ont appris la passion. La passion des textes, la passion de la scène, la passion tout court. Okay. Voilà. Donc, et c'est Ariel qui m'a d'ailleurs aiguillé vers l'école Claude Mathieu. Entre-temps, j'ai fait l'école départementale de théâtre de Corbeil, toujours en amateur. En fait, j'étais un peu une boulimique de tout ça, puisque quand j'ai passé mon bac, j'avais 12 heures d'activité extrascolaire. Voilà, je faisais de la danse, du chant, du théâtre, des claquettes, du piano. J'avais j'ai eu une chance extrême que mes parents m'offrent tout ça. Du coup, j'ai pris le plus possible. Quoi. Le théâtre, il est venu grâce à ces espèces de mentors qui t'ont un peu aiguillé là-dessus et que t'as pas fait des claquettes précisément. Voilà, c'est ça. Oui. Ça, et puis parce que à chaque fois que j'allais voir un spectacle,
une émotion qui n'est pas descriptible. Alors, parfois une grande colère parce que ce que je voyais me plaisait pas et que il y a la vanité de la jeunesse qui fait que, ouais, bon, on peut faire mieux. Ah, vas-y, bon courage maintenant. Tu te rends compte maintenant de ce que tu... Voilà. Ou l'inverse, des émotions complètement dingues auxquelles on s'attend pas, qui font que sur le coup, tu restes bouche bée pendant un spectacle, tu rentres chez toi et tu pleures pendant 40 minutes et tu dis, waouh. En fait, c'est capable de faire ça quand j'ai un humain face à moi sur un plateau. Ça se multiplie encore plus. J'adore le cinéma, hein, mais il y a un truc encore. La matière première est face à moi. La personne est dans l'instant. Il lui est peut-être arrivé un truc aujourd'hui extraordinaire ou catastrophique, mais aujourd'hui, à ce moment-là, devant moi, elle met ça de côté, cette personne-là, pour m'offrir 1h30, 2h, 4h de magie. Oui, c'est ça que le spectacle vivant a que le cinéma n'aurait potentiellement pas. Voilà, c'est différent, voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est pas comparable, mais... C'est pas comparable, pour moi ça se situe, c'est deux métiers qui se ressemblent mais qui sont à la fois complètement différents. Okay. Et du coup, des émotions très fortes, mais moi je l'ai encore plus, que ça soit en étant sur scène ou en étant dans la salle, voilà, à se voir matérialiser les choses en 3D. Ça me semble bien dit. Est-ce que tu as des projets ? Est-ce que la pièce a des projets ? Est-ce que comment se passe l'avenir ? Alors, j'espère monter prochainement une autre pièce, une pièce aussi de mon papa qui me tient également très à cœur, que je voulais monter avant M comme Marquise, et puis c'était pas le bon moment. C'est marrant parce qu'on a su se dire tiens, va falloir autre chose avant. Qui du coup a rien à voir. On est en Argentine dans les années 60 et on parle d'un couple d'expatriés français qui vont qui vont se lier d'amitié avec un monsieur jusqu'à ce que quelqu'un vienne poser la question de et si cette personne avait eu un rôle pendant 39-45 et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on priorise notre amitié, la personne qui mange avec nous 3 fois par semaine ou la personne qu'on ne connaît pas qui débarque et qui nous lâche une bombe ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Voilà. Ça s'appelle comment ? Le bouquin s'appelle Un tout dernier tango, mais comme je suis actuellement en tant que comédienne sur une pièce qui s'appelle Sur un air de tango de Isabelle de Toledo, on est un peu peur de la confusion. Et donc je pense que le titre va changer. Après on est encore en train de chercher à ce niveau-là. Et donc du coup donc je joue une pièce qui s'appelle Sur un air de tango de Isabelle de Toledo, mise en scène par Pascal Faber et Bénédicte Belby. Et on joue au Festival d'Avignon cet été. Au Théâtre Buffon. Et c'est une belle petite bulle aussi. On est 3 comédiens. Il y a Michel Papineski et Damien Boisseau qui, je me permets de le dire, même s'il ne faut pas les résumer qu'à ça, sont 2 énormes acteurs de doublage, au-delà du fait que c'est des très bons acteurs de plateau, qui, entre autres, Robin Williams ou Matt Damon, enfin des gros acteurs 3 fois rien. Voilà, 3 fois rien. J'en cite que 2 parce qu'ils ont des carrières où quand tu prends ton téléphone portable et tu regardes sur Wikipédia, tu en as pour 25 minutes en train de scroller. Donc voilà. Et donc voilà, on partage la scène sur ce spectacle qui est une petite bulle à laquelle je pense tout le monde peut s'identifier. C'est une histoire sans histoire et en même temps où il y a tout qui est dit, une histoire de famille, une relation entre un père et un fils. Et moi, je suis la belle-fille, je suis la femme du fils. Tout ce qu'on se dit pas, tout ce qu'on se dit. Michel Papineski, il joue le rôle d'un homme qui a 78 ans et qui a balle d'énergie, qui est dans sa dernière jeunesse, qui est foufou. Et on a Damien qui prend le contre-pied de ça, qui joue un papa de famille qui gère son business, qui a la tête dans le guidon et qui voit pas que sa vie se déroule sans lui. Et ça va être confronté ces deux grosses personnalités. Voilà. C'est à Paris ? Écoute, on jouait à Paris au studio Héberto, mais on vient de terminer. Très bien. Voilà, je ne sais pas si on reprendra, mais voilà, pour l'instant, c'est Avignon la suite et des dates de tournée, je vais y arriver, pour la suite du programme. Après, peut-être qu'on reviendra à Paris, j'espère. Tout le monde espère. Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées.
Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Et ça, c'est ma catastrophe, ce genre de questions. Je comprends. Parce que je suis incapable de trier. C'est marrant parce que récemment, on m'a proposé de faire une interview pour donner un peu les choix et une musique, etc. Et j'ai beaucoup de mal à répondre à ces questions parce que je n'arrive pas à choisir déjà entre deux arts. C'est-à-dire que je vais pouvoir te citer... je sais pas, le livre Les Mains du Miracle de Joseph Kessel. C'est un coup de cœur, ça? Entre autres, on va dire, je vais en dire plein, parce que comme ça, je me débarrasse du truc. Qui va m'avoir beaucoup ému. Et en même temps, le fait que, je sais pas, je vais, pendant que je crée un spectacle, écouter des musiques de Max Richter. Et à côté de ça, le premier truc auquel j'ai pensé quand on me pose ce genre de questions, ça va être, je sais pas, la visite d'un Kongsi en Malaisie. Ça marche. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, ma réponse n'est jamais la même chaque jour. Je comprends, bien sûr, oui. Et je n'arrive pas. J'ai énormément de coups de cœur. Je ne fonctionne qu'à ça. On va dire que mon plus gros coup de cœur, et c'est dommage parce que c'est mis à mal depuis 2 ans là, mais c'est le voyage. Moi, je suis passionnée de voyage, de rencontres avec des cultures qui sont pas les miennes et qui vont me bousculer, me faire me questionner, me faire me rendre compte de la chance que j'ai d'être dans une société, d'être en France, à Paris, à faire un métier non essentiel tout en l'étant, pour reprendre les mots de ces dernières années. Mais en même temps, un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui a la chance de porter tout ça, qui a été la culture et tout. Et du coup, voilà, le voyage, ça va être mon gros coup de cœur. Donc, j'avais envie de dire aux gens, allez, si vous en avez la possibilité, ne serait-ce qu'à 15, 20, 30 km de chez soi, rencontrer des gens, voir comment ils travaillent, ce qu'ils font de leur vie et parler avec eux, c'est génial, c'est fou. Et en plus, tu es la première personne à me dire ça en je sais pas combien d'épisodes. C'est vrai. Donc, écoute, on aime bien l'idée. Allez, soyons lourds. Allez voyager au Théâtre La Bruyère avec la pièce M comme Marquise dans le 9e à Paris. C'est les dimanches à 16h, les lundis à 20h jusqu'au 20 juin avec Chloé Froget, qui joue et met en scène et qui est en face de moi, Aurélie Noblesse, Xavier Girard, Christophe Charrier, Philippe Froget au texte, et tu les as cités, mais création lumière, Damien Perret, costume, Violaine de Merteuil, musique, Christophe Charrier, décor, Jean-Yves Perruchon, affiche, Lulu in the Sky, et on est bon. C'est trop bien. Merci d'avoir cité tout le monde, je trouve ça génial. Merci beaucoup, Chloé. C'est précieux. Merci à toi, Thomas. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.